21 octobre 1952. On oublie volontiers qu'en moyenne nous mourons 7 fois plus lentement que nos chiens. La simplicité de cette loi proportionnelle m'a frappé très tôt, car j'ai grandi dans une région si reculée que durant mon enfance, les chiens ont été mes meilleurs amis. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé en prenant mon temps. Mais si mes cordes vocales avaient été constituées différemment, j'aurais sans doute fort bien grondé, aboyé ou hurlé en humant un danger invisible, situé au-delà de la lumière qui, croyons-nous, nous entoure ou plus souvent nous ensevelit. Dégueulasse, comment on peut fumer ça? Épisode 25, Anasazi, écrit par Chris Carter en étroite collaboration avec David Duchovny et c'est réalisé par R.W. Godwin. Donc avec cet épisode, vraiment, là on entre dans le dur, hein, question mythologie. C'était un épisode qui m'avait rendu complètement ouf quand je l'avais vu à l'époque. Ça spéculait dans les cours de récré pour savoir ce qui allait advenir de Mulder. On peut dire que cet arc constitue vraiment le noyau dur de la saga et j'étais un petit peu inquiet avant de le revoir. Je me suis demandé si ça allait tenir le coup parce que j'avais aussi un souvenir extrêmement puissant de l'épisode des Petits Hommes Verts qui ouvre la saison 2 et puis en le revoyant, voilà, j'étais quand même nettement moins impressionné. Je vais vous dire tout de suite, j'ai juste adoré l'épisode d'Anasazi, je l'ai quand même maté 2 fois cette semaine, dont une fois avec le vidéoprojecteur, hein, j'ai tiré la toile, j'ai fait les choses bien dans le noir avec le casque sur les oreilles. Et pourtant cet épisode pose beaucoup plus de questions qu'il n'en répond. On assiste vraiment à une succession de révélations, de coups de théâtre, de cliffhanger qui auraient alimenté 200 épisodes de Navarro. L'écriture est tellement fluide, donc ce qui nécessite beaucoup de travail. Malgré la densité des informations distillées, on suit tout ça sans peine. J'avais lu dans un article que les scénaristes et Carter, pour les besoins d'un épisode, se regroupaient face à 3 tableaux qui correspondaient aux 3 actes principaux. Et là-dessus, en fait, il précisait les pics émotionnels. Ici, l'épisode en est totalement rempli, hein, vraiment c'est truffé de pics, dès le pré-générique d'ailleurs, qui est porté par la voix off du comédien-chanteur Floyd Redcrow Westerman, qu'on peut croiser dans Danse avec les loups. On va avoir d'ailleurs un savoureux mélange de mysticisme fantastique qui culmine dès le pré-générique avec la découverte d'un wagon frigorifique enfoui sous une clairière. Un wagon qui cache un charnier extraterrestre, en fait des hybrides, et aussi il y a cette bonne dose de drame parano qui nous renvoie à entités biologiques extraterrestres de la saison 1 où j'avais évoqué dans la chronique à l'époque le cinéma parano des années 70, hein, avec ce climat complotiste qui assure à la série aujourd'hui sa pérennité, enfin je crois. Par ailleurs, quand je parle des années 70, hein, la sous-intrigue avec le LSD de cet épisode appuie à mon avis ce ressenti. Cet épisode marque aussi une qualité qui va se vérifier avec l'épisode suivant, hein, c'est celui qui ouvre la saison 3, celle d'être extrêmement juste quant à la représentation de la hiérarchie. On ressent bien vraiment le poids de cette structure pyramidale qui pèse, écrase les employés, les individus, avec les rendez-vous disciplinaires, la peur des sanctions. Par ailleurs, on a un caméo, voilà, c'est pour le trivia, hein, on a un caméo de Chris Carter dans le comité qui convoque Scully. On va découvrir aussi le passé tortueux du père de Mulder avant qu'il se fasse exécuter par le fourbe Krycek. D'ailleurs, le pauvre Mulder va prendre extrêmement cher dans cet épisode, hein. En plus du chagrin, il va carrément péter les plombs, on gaze son immeuble avec du LSD pour rendre les occupants complètement fous. C'est une façon perverse, hein, de faire chuter Mulder, qui va manquer la sanction disciplinaire. Il va foutre une droite à Skinner sans raison d'ailleurs. Puis c'est pas tout, il va se prendre aussi une balle, on va manquer de l'incinérer vivant, et Scully n'est pas en reste, hein, d'ailleurs, elle va échapper de peu à la mort, hein, donc ce qui sera un sombre présage pour ce qui va lui arriver, en tout cas dans sa famille, dans l'épisode suivant. Si j'ai vraiment un petit bémol, ça serait peut-être pour la mort du père de Mulder. Dad? 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 Je trouve la réaction de Mulder un petit peu bizarre. Il se précipite pas pour voir d'où venait le tir et voilà, l'enchaînement de plans est un peu malhabile. Et puis je gobe mal le fait que son père puisse encore parler après avoir pris une balle dans la tête.
Bon. Preuve que la série gagne en popularité et en budget, souvent ça va de pair, l'équipe a reconstitué une clairière du Nouveau-Mexique à Vancouver via 8000 litres de peinture rouge, comme Mission to Mars en fait de Brian De Palma, qui est sorti au début des années 2000. Le film de De Palma aussi a été tourné à Vancouver, et puis les techniciens avaient utilisé aussi plusieurs millilitres de peinture pour repeindre comme ça plusieurs hectares de terrain. Donc une méthode vraiment à l'américaine, d'un point de vue écolo, je suis pas totalement convaincu. Il y a quelques mime painting numériques qui passent encore très bien aujourd'hui, hein. Alors il subsiste encore un léger flou sur les contours. Un œil un peu habitué les détecte tout de suite, mais franchement c'est très propre et discret, vraiment les effets spéciaux sont là pour servir l'histoire. W. Godwin n'a peut-être pas le talent d'un Rob Bowman ou d'un Kim Manners, mais il m'avait déjà bien plu avec son final de la saison 1, hein, Les Hébrides. Il est vraiment très fort pour savoir bien placer ses comédiens, leur place dans le cadre, savoir rendre captivant une situation avec des mouvements de caméra qui viennent bien appuyer comme ça les moments dramatiques. C'est un très bon directeur d'acteurs, et puis il est aussi extrêmement à l'aise dans les moments nerveux, donc voilà, c'est aussi un réalisateur que je redécouvre avec ses épisodes. Et puis je trouve aussi très juste dans ces moments un peu plus intimistes, comme dans ces moments de la vie ordinaire, voilà, dans cette famille amérindienne qui est devenue sédentaire et qui habite dans un petit pavillon avec ce petit déjeuner à base de café, de toast et puis d'avoine bouillie. Donc on évite les clichetons, même si le vieil indien, évidemment, il y a un côté peut-être cliché avec ses phrases, ses présages, voilà, de vieux sages. Mais perso, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ce côté très roots, racines, la terre. Ça me renvoie en fait à la littérature de Jim Harrison. Découvrez Dalva, hein, et puis surtout La Route du Retour, dont j'avais lu un extrait pour le prologue de cette vidéo. C'est absolument fabuleux, c'est extrêmement touchant. Donc voilà, ça me permet de faire un petit point littéraire pour me la péter. Le moment fort de cet épisode, alors la liste serait extrêmement longue, hein, mais je dirais quand même que le cliffhanger final, à savoir l'incendie contenant les cadavres aliens dans lequel se trouve Mulder, bah, c'était un sacré coup quand même à l'époque. Hein, c'était très rare de terminer une saison sur un tel cliffhanger, et puis d'ailleurs ça a payé parce que l'audience a juste explosé quoi au début de la saison 3. Bon, maintenant on fait un petit bilan de cette saison 2, si vous le voulez bien. Alors, on a une mythologie qui est plus dense, on a des loners qui sont beaucoup plus spectaculaires. La saison 2 marque une évolution aussi bien plastique que qualitative, alors qu'elle débutait déjà sur les chapeaux de roue avec la saison 1. C'est surtout en termes de réal hein, qu'on voit vraiment une très nette évolution, même si la première était appliquée, là on sort totalement des carcans télévisuels classiques des années 90, hein, avec des cadres un petit peu étriqués. On avait certes déjà un soin certain pour la lumière dans la saison 1, hein, et le goût de certains plans larges qui sortent un peu des séries ordinaires, mais là on a vraiment des plans quand même qui nous affranchissent du monde de la télé, avec ces plans qui combinent gros plans et grands ensembles, comme ce plan assez ouf dans Aubrey que j'ai pourtant revu à la baisse, avec ce gros plan de Terry Quinn et puis le paysage derrière lui. Là. Il y a aussi des plans ultra compliqués à la grue dans l'épisode Insomnie. Il y a un bon paquet d'effets d'artifice pour s'approcher du roller coaster comme La Main de l'Enfer réalisé par Kim Manners. Donc encore une fois, je le dirai jamais assez, mais chaque réal peut vraiment apporter sa touche dans chacun des épisodes. Il y a évidemment l'arrivée de Darin Morgan, et puis donc Kim Manners qui arrive dans cette saison 2 et qui va vraiment s'affirmer de plus en plus au fur et à mesure des épisodes de la saison 3. Bizarrement, David Nutter, qui était quand même le leader dans la saison 1, il était ici plus en retrait. D'ailleurs, la saison 3 sera la dernière pour lui, mais il nous livrera un chef-d'œuvre, hein, sans doute mon épisode préféré de toute la série. J'ai quand même beaucoup aimé son épisode Blood dans la saison 2, là au début, qui avait un côté très Twilight Zone dans l'âme. Malheureusement, j'ai pas du tout aimé l'épisode des vampires et j'ai pas du tout aimé l'épisode intraterrestre. Peut-être que aussi la série pâtit de cette injonction de délivrer à chaque fois 24 épisodes. D'ailleurs, injonction qui sera terminée à partir de la saison... Voilà, il y a encore la saison 4 où il y a 24 épisodes et puis après ça sera terminé. Évidemment, il y a aussi l'arrivée de Chris Carter en tant que réalisateur, voilà, qui me convainc très moyennement, même si c'est appliqué pour l'épisode de Dwayne Barry, mais on va voir que Carter et la réalisation, ça fait deux, mais ça on y reviendra au fur et à mesure. Donc, à part les épisodes très mauvais que sont les vampires et intraterrestres,
Il y a des épisodes médiocres comme Une petite ville tranquille, des épisodes qui sont pas désagréables mais qui auraient gagné à être un peu plus travaillés, comme par exemple Ombre mortelle ou Aubrey. Des épisodes que j'ai revus à la baisse, très étonnamment, comme Le fétichiste, mais en même temps on a eu 3 décennies d'horreur. Alors certes, un nécrophile c'est absolument dégueulasse, mais bon, c'est quand même moins choquant qu'un professeur qui se fait décapiter ou sortir de l'école, ou d'un gamin qui se fait massacrer la tronche à coups de batte de baseball. Donc, puis merci les réseaux sociaux aussi de bien relayer ces horreurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, l'épisode Le fétichiste, bon, on regarde ça d'un œil, je vais pas dire bienveillant, mais c'est presque un épisode un peu striptease, hein, vous savez, la fameuse série belge. Donc je suis extrêmement rassuré sur le fait que X-Files ça vieillit bien, ça vieillit très très bien, surtout quand vous regardez les épisodes des séries très populaires au début des années 2000, comme Lost, hein, que j'avais beaucoup aimé. Bon, je l'ai vu qu'une fois, j'ai toujours l'intégrale en DVD, mais je pense que si j'aime toujours autant les personnages, les acteurs et les sujets, je pense que la mise en scène a pris un petit coup. C'est pareil, non, peut-être pas 24 heures, vous voyez que j'ai l'intégrale 24 heures que j'avais aussi adoré, vu qu'une seule fois, mais c'est vrai que la saison 1 qui était chapeautée par Stephen Hopkins démarquait totalement des autres séries télé, avec vraiment une approche presque documentaire, qui est évidemment induite par le côté temps réel du feuilleton. Mais vraiment X-Files a des épisodes qui s'apparentent vraiment à des films de cinoche, quoi. Même un épisode qui est moyennement apprécié, moi que j'avais bien aimé, qui était Mister Vaudou. Il y avait une lumière, voilà, j'avais parlé d'Hitchcock, de Sueur froide, c'est vrai que c'était l'utilisation des couleurs, elle est vraiment exceptionnelle, et puis ces flashs horrifiques, voilà, qui m'ont renvoyé à Lucio Fulci, donc bon, c'est quand même de très bonnes références, hein, et X-Files tient encore vraiment très bien le coup. Et puis je crois aussi que le fait que ce soit pas toujours, on sort quand même du studio, on tourne dans des décors réels, bah ça lui donne un cachet d'authenticité qui est aussi décuplé par le casting, donc j'avais parlé du mélange des comédiens confirmés, amateurs, et vraiment il y a une très belle unité dans tout ça. Donc j'ai été extrêmement ravi de revoir ces épisodes. Je sais pas quand est-ce que je vais délivrer les autres chroniques, ça sera pas un rythme aussi soutenu que ce que je vous ai proposé jusque-là, mais bon, on va avoir au minimum un épisode par semaine. Après, s'il se passe 10 jours entre deux chroniques, hein, je pense pas qu'on va m'en tenir rigueur. En tout cas, on se revoit très vite pour toute autre chose. On va ouvrir un petit peu les fenêtres, hein, c'est bien d'aérer la pièce. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à laisser un petit commentaire. Je suis assez réactif, et surtout je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, ça dépend à l'heure que vous matez ça. Et puis surtout une excellente semaine. À bientôt, ciao!